crois que nous sommes en direct. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire sur la ville durable en Afrique de l'Est. Je suis Mourad Fouika, chargé d'affaires internationales chez BPI France au sein de la direction régionale de Reims, dans le Grand Est. Je rejoindrai prochainement le nouveau bureau de BPI France à Nairobi, au Kenya, qui couvrira l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'océan Indien. Pour rappel, nous sommes déjà présents à Abidjan, qui couvre l'Afrique de l'Ouest, du Nord, du Centre, piloté par Arnaud Floris, que vous avez probablement pu découvrir à l'occasion d'un précédent webinaire sur le financement en zone UMOA. Le cas échéant, je vous invite à regarder le replay. Et donc, dans le cadre de cette journée Green, organisée par BPI France, en partenariat avec la Team France Export, la Direction Générale du Trésor et l'AFD, nous vous proposons une série de 2 webinaires, avec ce matin un premier webinaire auquel vous avez peut-être pu assister, animé par Business France sur les énergies renouvelables en Afrique de l'Est et australe. Et cet après-midi, nous allons aborder une autre question, la question de la ville durable, un des leviers de la relance économique en Afrique de l'Est. Alors pourquoi la ville durable ? Car il s'agit d'un enjeu majeur à l'échelle mondiale, et plus particulièrement pour le continent africain, de par la forte croissance démographique et la croissance urbaine prévue dans les années et les décennies à venir. Et par ailleurs, ce sujet devait être au cœur de l'agenda du sommet Afrique-France qui aurait dû se tenir la semaine dernière à Bordeaux. Et puis parce que nous avons une formidable offre française en mesure de répondre à ces enjeux économiques, sociaux, environnementaux auxquels fera face l'Afrique de demain. BPI France, comme toute la maison France, nous sommes mobilisés pour porter ces ambitions. Et donc, l'objectif de ce webinaire est de faire un état des lieux, d'analyser les opportunités et d'écouter le retour d'expérience de 2 entreprises françaises du secteur présentes en Afrique orientale. Alors, pour m'accompagner tout au long de ce webinaire, nous avons l'immense plaisir de recevoir Benoît Gauthier, chef du service économique régional pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien à la Direction Générale du Trésor, Christian Yoka, directeur Afrique de l'Est à l'AFD, Grégoire Bourg, directeur export chez Nasqueo Environnement, et enfin Yacine Keroumi, directeur export chez Fonroche Lighting. Alors, après chaque intervention, nous accorderons un petit moment pour répondre à vos questions que vous pourrez poser via le chat sur votre droite. Et en revanche, si vous ne pouvez pas regarder l'intégralité de ce webinaire, nous vous informons que celui-ci est enregistré et sera disponible en replay sur BPI France TV. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer ce webinaire avec la première partie. Et je vais me tourner vers Benoît Gauthier pour poser la première question. Bonjour Benoît, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Merci. Alors Benoît, pouvez-vous nous dire quel est l'impact économique, tout d'abord, quel est l'impact économique et sanitaire de cette crise du Covid-19 en Afrique de l'Est ? Bon, je m'attacherai essentiellement à l'impact économique. L'impact sanitaire est, comme beaucoup d'entre vous probablement l'ont vu, beaucoup moins fort à ce stade qu'attendu en Afrique. Alors, il y a différentes explications qui sont avancées pour ça, mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que on a un nombre de cas relativement limité, notamment par comparaison avec d'autres pays émergents comme l'Amérique latine, qu'on a une morbidité relativement faible, mais qu'en revanche, les spécialistes du sujet, dont l'OMS, pensent que la vague n'est pas encore passée en Afrique et qu'elle sera probablement, elle interviendra probablement à la fin de l'été, c'est août ou septembre. Alors, en revanche, là, je suis beaucoup plus calé, c'est sur l'impact économique. Et je vais essayer d'aller vite pour vous caractériser un peu, je dirais, le choc qu'a subi l'économie est-africaine du fait du déclenchement de la pandémie. Donc, je qualifierais donc l'impact de cette crise sanitaire sur les économies d'Afrique de l'Est de crise brutale avec des impacts longs et multiformes. Alors, tout d'abord, quelques données un peu rapides.
pour bien caractériser le sujet, la prévision de croissance pour les économies de l'Est africain pour 2020 a été ramenée par les prévisionnistes de 6 à 7% en moyenne régionale à 1 à 2% en 2020. Ce qui veut dire que compte tenu de la dynamique démographique qui a lieu aujourd'hui dans la région, en réalité, les économies de la région sont en quasi-récession. Il y a même quelques prévisionnistes qui prévoient une récession en termes réels pour les deux économies moteurs de la région, à savoir le Kenya et l'Éthiopie. Alors, qu'est-ce que cette crise révèle ? Et je rentrerai un peu dans le détail. Ensuite, elle révèle d'abord les fragilités des économies régionales, fragilité au regard des finances publiques de ces pays, fragilité au regard de l'endettement souverain et privé, fragilité également pour ce qui concerne le financement de l'économie. Elle révèle également des vulnérabilités structurelles, une très forte dépendance au financement externe, un très fort endettement public, relativement évidemment à la taille des PIB, et puis une croissance trop, si je puis dire, tirée par l'investissement public et la demande externe, et pas assez endogène, c'est-à-dire ne reposant pas suffisamment sur les moteurs de croissance interne. Alors, commencer très rapidement une petite chronologie de la crise qui s'est installée en mi-mars dans la région et qui n'est pas terminée, loin de là. D'abord, la transmission de la crise mondiale, puisqu'on parle bien d'une crise mondiale, à l'économie régionale, c'est d'abord et avant tout un choc d'offres, suivi ensuite d'un choc de demande. Choc d'offres, c'est tout simplement à partir du mois de mars, du début du mois de mars, la chute de la demande adressée aux pays de la région par les grands marchés consommateurs, les États-Unis, l'Asie, l'Europe, avec un effondrement des exportations des pays de la région entre mars et mai sur les grandes, je dirais, spécialités exportatrices de ces pays, les commodités agricoles, le café, le thé, les fleurs, les légumes verts, et bien évidemment, la chute de la demande a brutalement mis à l'arrêt, je dirais, les secteurs exportateurs qui sont ceux qui sont les mieux intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Parallèlement à cette chute de la demande en biens, on a eu également un effondrement des flux et des réservations touristiques, donc une chute de la demande adressée à ces pays en termes de flux touristiques, puisqu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des pays de la région, les secteurs hôteliers, les secteurs du safari, par exemple, sont complètement à l'arrêt. Deuxième aspect, choc d'offres désormais, reprise progressive de l'activité dans les grands pays développés, mais avec un effet de diffusion, notamment en Asie et en Europe, et avec un effet de diffusion encore relativement limité sur l'activité économique dans la région, tout simplement parce que les mesures locales prises par les gouvernements pour limiter la pandémie ont désorganisé les chaînes de valeur, les chaînes de production, les chaînes logistiques notamment. Aujourd'hui, le fret aérien est un goulot d'étranglement majeur pour les exportations de produits frais, les fleurs, les légumes. Et on a même un arrêt de la production dans certains secteurs, tout simplement parce que les intrants ne sont plus disponibles, parce que les personnels ont été mis en congé ou restent à domicile, etc., etc. Donc un choc d'offres et de demande qui a, si je puis dire, littéralement mis à l'arrêt les économies régionales. Ce choc d'offres a été démultiplié et de demande a été démultiplié par l'impact des mesures de confinement prises par les autorités. Alors, je vous donne l'exemple du Kenya, qui est quand même l'exemple le plus parlant, puisque c'est l'économie la plus intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. Un lockdown partiel de l'économie décidé par le président Kenyatta dès la fin du mois de mars. Fermeture de l'espace aérien, je l'ai dit, fermeture des restaurants, des hôtels. Je vous rappelle, le tourisme, c'est 10% du PIB au Kenya. Limitation de la circulation à l'intérieur du pays, notamment entre les comtés. Lockdown partiel de l'agglomération de Nairobi, arrêt des chantiers de construction, etc., etc. Évidemment, ces mesures ont eu un effet direct sur l'économie, avec des anticipations très, très négatives des agents économiques, une forte baisse des transactions immobilières sur le marché de Nairobi, qui est un marché très dynamique, avec une chute des transactions de 80% entre mars et mai,
Une forte baisse du CPI, vous savez, l'indice qui mesure le moral des chefs d'entreprise, qui anticipe une reprise très très lointaine de leur activité, et enfin et surtout une baisse de la consommation des ménages, induite d'une part par le fait qu'il y aurait, parce que c'est un chiffre à prendre avec prudence, 1 million de travailleurs dans le secteur formel kényan qui sont aujourd'hui en inactivité, soit en chômage, soit en congé non rémunéré, ce qui représente environ un quart de la population active dans le secteur formel. Donc évidemment, des pertes de pouvoir d'achat massives. Troisième aspect que je voulais également mentionner, c'est l'impact sur le financement de l'économie et sur les finances publiques. Double impact, là encore. D'une part, les sources de financement externe se sont fortement réduites. Chute des exportations, tout d'abord. Chute des recettes touristiques, je l'ai signalé. Pour le Kenya, les recettes du tourisme, c'est 18%, 20%, quasiment 20% de ces recettes en devises. Et enfin, on constate depuis quelque temps une baisse des transferts qui, évidemment, elles-mêmes confrontées à des difficultés économiques, envoient moins, si je puis dire, d'argent au pays. Donc, le résultat de cette baisse des ressources externes du pays, c'est évidemment un déséquilibre massif du compte courant, de fortes tensions sur les réserves en devises, qui ont perdu 30% de leur valeur pour le Kenya entre janvier et mai, et des tensions ou des pressions sur le taux de change. Autre impact financier, c'est un double impact sur les finances publiques. D'une part, une baisse des recettes fiscales, du fait de la baisse d'activité économique, mais aussi des mesures de soutien à l'économie qui ont été adoptées par les gouvernements et qui portent très largement sur ce qu'on appelle des mesures de dépenses fiscales, c'est-à-dire des baisses d'impôts ou des baisses de taux. Donc, baisse des recettes d'un côté et augmentation forte des dépenses au titre du soutien budgétaire à l'économie. Par exemple, au Kenya, le coût de la crise ou le coût de l'atténuation de la crise sur le plan budgétaire, c'est équivalent à 2% de PIB. Donc, un effet de ciseau massif, baisse des recettes, augmentation des dépenses, et donc un déficit public qui s'envole, puisque, par exemple, là encore au Kenya, il devrait atteindre 9 voire 10% sur l'exercice fiscal en cours. Alors, ce problème majeur de liquidité, qui est commun à l'ensemble des pays de la région, a été traité en partie par une réponse très très forte de la communauté internationale, c'est-à-dire des bailleurs de fonds, d'une part par des injections massives de liquidités dans les budgets nationaux. Si l'on agrège l'ensemble des des facilités financières mises en place par le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et les bailleurs bilatéraux, dont la France, sur l'ensemble de la région, c'est 5 milliards de dollars qui ont été alloués aux différents pays. À côté de cette injection massive de liquidités, qui est destinée évidemment à permettre aux pays bénéficiaires de supporter budgétairement le coût de la crise, le G20 et le Club de Paris, comme vous le savez, ont proposé un moratoire sur le service de la dette bilatérale, destiné là aussi à donner davantage de marge de manœuvre budgétaire aux États bénéficiaires. Je vous donne un chiffre pour le seul Kenya, qui n'a toujours pas demandé le moratoire. Pour le seul Kenya, donc, ce moratoire représenterait budgétairement 600 millions de dollars de non-versement obligatoire en 2020. Alors, autre problème majeur et qui nous préoccupe beaucoup, je veux dire, au Trésor français, c'est la question de la solvabilité des pays. Donc, il y avait à la fois un problème de liquidité qu'on a partiellement traité, mais il y a désormais un problème de solvabilité. La crise a provoqué une dégradation brutale des grands équilibres financiers des pays et a fortement dégradé les ratios de solvabilité des pays de la région, avec des tensions sur les notations souveraines des États de la région. Par exemple, le Kenya a vu sa note dégradée, elle est à B2, a vu sa note dégradée en perspective négative par Standards, ce qui évidemment renchérit potentiellement le coût d'accès aux marchés financiers. Par ailleurs, deux grands États ou les deux grandes économies de la région, l'Éthiopie et le Kenya, sont désormais classés en risque élevé de non-soutenabilité de leur dette souveraine, ce qui évidemment va poser également des questions
sur le maintien des interventions des bailleurs de fonds au titre du développement. Le Rwanda est passé en risque modéré, il était en risque faible. La Tanzanie et l'Ouganda sont toujours en risque faible, mais sont sous vigilance forte du FMI, compte tenu de l'augmentation très rapide de leur dette souveraine à l'occasion donc de la crise. C'est ce qui d'ailleurs explique, vous l'aurez sans doute noté, que les États africains revendiquent de manière unanime et plus ou moins coordonnée donc une restructuration de leur dette souveraine à l'occasion de la crise, estimant qu'ils ne pourront pas de toute façon faire face à leurs échéances d'endettement souverain dans les conditions actuelles. Alors enfin un dernier point pour terminer, le secteur bancaire privé donc local est à la peine également. On a vu à l'occasion de la crise une forte augmentation des encours de crédit non performants dans les portefeuilles de crédit des banques, avec des risques de défaut tout à fait avérés. Alors les principaux secteurs concernés, donc d'où émanent ces crédits ou ces dettes non performantes, c'est bien évidemment le tourisme et l'hôtellerie, qui est littéralement sinistré. C'est le secteur de la construction et de l'immobilier. C'est l'industrie, notamment l'industrie de transformation agroalimentaire, qui est très dépendante de ses exportations pour ses équilibres financiers. Alors, les banques centrales de la région ont plutôt réagi, je dirais, de manière assez forte pour soutenir leur secteur bancaire par une politique de crédit plus accommodante, baisse du taux directeur, baisse du taux des réserves obligatoires, et en accompagnant les banques commerciales dans la restructuration des portefeuilles de crédit, notamment en allouant des garanties sur les encours portés par les PME, portés sur les PME. Voilà, je pense que pour caractériser la crise, ça devrait suffire, Mourad, non ? Merci beaucoup, Benoît. Effectivement, c'était très, très complet. Effectivement, on retiendra une économie quand même très, très affectée par cette crise du Covid-19, notamment au Kenya sur le tourisme, une forte pression sur les devises, un déséquilibre budgétaire, vous parliez d'effet ciseaux, et effectivement une dégradation des ratios de solvabilité qui mettent effectivement ces États en grande difficulté. Alors, pour compléter vos propos, je vais m'adresser à Christian de l'AFD avec cette question. Quelles sont les conséquences de cette crise du Covid-19 sur les projets en cours? Et bonjour, merci pour la question. Bonjour à tous. Pour ce qui concerne l'AFD, je vais commencer par dire que notre portefeuille en Afrique de l'Est représente aujourd'hui à peu près 120 projets pour un montant d'engagement net d'à peu près 3,5 milliards d'euros et qui sont investis principalement sur le secteur des infrastructures, donc énergie, eau, les services financiers et le développement urbain. Avec 3 pays forts de concentration, que sont le Kenya, qui concentre 43% de nos financements, la Tanzanie, 17%, et ensuite et l'Ouganda, 21%. Alors, l'impact de la crise sur notre activité est apprécié à 2 niveaux. D'abord, en ce qui concerne les octrois de nouveaux financements, et ensuite en ce qui concerne les décaissements, qui sont eux-mêmes liés et qui sont le bon indicateur de l'état d'avancement des projets, qu'il s'agisse de la contractualisation des marchés ou du déroulement des travaux. Alors, sur les octrois, nous avions pour cette année un objectif de 600 millions d'euros. Et alors, assez paradoxalement, nous devrions faire plus que ce qui est prévu et avoir un atterrissage en termes d'octroi à peu près à 737 millions d'euros, simplement parce que nous avons et nous avons été sollicités par un certain nombre de pays pour les accompagner dans leur plan de riposte à la crise Covid,
Et donc, ces financements qui n'étaient pas prévus dans notre pipe au départ vont venir augmenter les enveloppes d'octroi. Donc, ce sera particulièrement vrai au Rwanda, où nous discutons actuellement un prêt budgétaire de 40 millions d'euros environ. En Ouganda, nous discutons pour apporter 60 millions d'euros et au Kenya, où on devrait apporter 30 millions d'euros, sans compter les autres discussions que l'on a avec un certain nombre de banques. Donc, de ce point de vue-là, en ce qui concerne nos octrois, on devrait pouvoir quand même avoir une année qui reste assez dynamique. Pour autant, l'instruction des projets que nous avions dans le pipe avant la crise se trouve extrêmement ralentie pour deux raisons. D'une part, la difficulté pour nous à continuer à effectuer des missions sur le terrain, à mobiliser des consultants. Donc, ça ralentit fortement notre capacité d'instruction. Et puis ensuite, la disponibilité de nos contreparties est un autre facteur que nous devons prendre en compte. Pour ce qui concerne les décaissements, pour cette année, nous avions un objectif de décaisser un volume d'environ 345 millions d'euros. Et alors là encore, il est fort vraisemblable que ce niveau sera atteint précisément grâce à ces nouveaux financements, à ces concours que nous allons apporter, puisque l'idée, c'est de répondre de manière urgente à la crise. Donc, les concours que nous apportons prennent essentiellement la forme d'aide budgétaire qui devrait donc être décaissée sitôt approuvée. Alors, en revanche, sur le fond des projets que nous avions déjà en portefeuille, nous continuons à décaisser, mais à un rythme évidemment plus ralenti. Là aussi, parce que nos interlocuteurs, et notamment dans la plupart des administrations, sont moins disponibles, soit du fait des décisions de confinement, soit tout simplement parce qu'ils sont aujourd'hui particulièrement mobilisés à identifier les priorités nouvelles en réponse à la crise qui sévit. Voilà. Pour ce qui concerne notre filiale ProParco, notre filiale donc dédiée au financement du secteur privé, son portefeuille est à peu près de 800 millions d'euros à l'échelle de la zone. Et si ces activités de prospection sont ralenties et surtout très limitées à l'accompagnement et au soutien des clients déjà existants, à la fois pour les aider en termes de restructuration de prêts ou pour les accompagner dans la gestion de la crise avec des mesures d'accompagnement, d'assistance technique. Donc, globalement, le niveau d'activité reste quand même sur un train d'assez dynamique et ProParco continue malgré tout à identifier des projets à financer. Donc, je dirais que globalement pour le groupe, on se retrouve dans une situation assez paradoxale où nous avons certes enregistré quelques ralentissements, mais à ce stade, aucune remise en cause des projets qui ont déjà été identifiés, et puis de nouveaux octrois qui arrivent en réponse à cette crise Covid et qui feront que le portefeuille global de l'AFD restera assez élevé. Et donc, la présence française en réponse à cette crise restera extrêmement visible sur le plan de l'aide au développement. Voilà. Merci beaucoup. C'était encore une fois très, très complet. Alors, effectivement, on retiendra que le groupe AFD reste très, très actif. Vous êtes très sollicité en ce contexte de crise du Covid-19, même si les projets qui étaient en cours sont un peu plus ralentis de par cette crise. Comme je vous le disais en introduction, nous allons répondre à quelques questions. Le temps passe assez vite, donc on n'en prendra qu'une pour ce premier tour. Il y a une première question de Quentin. Quel pays pourrait rebondir le plus rapidement après cette crise du Covid-19 ?
Je vais me tourner vers Benoît Gauthier. Selon vous, quels sont les pays qui pourraient rebondir le plus rapidement de cette crise du Covid-19? Ouh là là, quelle question. J'en sais rien. Je pense qu'il faut. C'est très difficile de faire de la prévision sur comment et quand les États de la région vont se sortir de cette crise. Je pense qu'il faut, pour tenter une réponse ou tenter des éléments de réponse, il faut s'attacher aux fondamentaux. Je dirais que ceux qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui ont les économies les plus diversifiées, ceux qui ont une épargne domestique ou la plus forte épargne domestique, parce que il va s'agir essentiellement de questions de financement de l'économie dans les mois à venir pour les pays de la région. Et donc, sont ceux qui auront à leur disposition une épargne domestique plus ou moins abondante, mais surtout mobilisable sur le financement de l'économie, sont ceux qui s'en sortiront le mieux. Si je devais faire un pronostic, non, je le ferai pas. Oui, non, je le ferai pas. Je pense que essayez. je dirais que au regard des critères que je viens d'énoncer, je pense que le Kenya est plutôt bien placé pour se sortir de la crise. C'est celui qui a le meilleur accès aujourd'hui au marché financier, c'est celui qui a la notation la plus forte, c'est celui qui a une gestion également de la crise qui paraît la plus sérieuse ou la plus robuste aujourd'hui, avec le Rwanda, mais le Rwanda, on n'est pas dans la même échelle en termes de taille d'économie. Donc je dirais oui, le Kenya, et c'est celui aussi, le Kenya, qui bénéficie quand même de financements massifs de la communauté internationale et qui a une économie relativement résiliente et diversifiée. Donc oui, ça pourrait être effectivement le Kenya. D'accord. Bon, j'espère qu'on a répondu en partie à la question de Quentin. Alors, le temps passe assez vite, donc je vous invite à passer directement à la deuxième partie de ce webinaire, où nous allons traiter justement, faire un état des lieux, et ensuite parler des perspectives. Et donc, je vais également, encore une fois, me tourner vers vous, Benoît Gauthier. Pouvez-vous tout d'abord nous parler des enjeux de fond de l'urbanisation en Afrique de l'Est? Oui. Il faudra qu'on se partage le micro avec Christian, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le développement urbain durable. Très, très rapidement, pour caractériser la situation, et pour répondre aussi peut-être à la question, c'est le développement urbain durable est probablement un des moteurs potentiels de la relance des économies au sortir de la crise. Tout simplement parce que l'enjeu d'urbanisation, c'est un enjeu qui concentre à la fois toutes les vulnérabilités des économies régionales, notamment au regard du développement humain, mais c'est là aussi où les plus gros investissements sont encore à faire si les pays de la région veulent franchir un cap en termes de développement. Alors, je donne quelques données de fond pour bien poser le débat. L'Afrique de l'Est, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, c'est une des régions les moins urbanisées du monde, avec un taux d'urbanisation de 25% en 2015 contre 38% pour l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. Donc, c'est une des régions aussi les moins urbanisées d'Afrique. Alors, très très rapidement, quelques chiffres. Le Kenya est à 25%, donc il est dans la moyenne régionale, mais la Tanzanie, la Somalie et le Soudan, qui sont les pays les plus urbanisés de la région, sont à 35%. Et puis, les moins urbanisés, c'est l'Éthiopie, l'Ouganda ou le Burundi, qui sont à 20% seulement de population vivant dans les villes. Donc, ça veut dire qu'on a affaire quand même à une région où la majorité de la population vit encore dans le monde rural. Alors, en revanche, cette situation est en train de changer extrêmement vite, extrêmement rapidement. D'abord parce que les taux de croissance de la population urbaine dans la région sont très supérieurs à la moyenne de la croissance de l'urbanisation en Afrique subsaharienne. D'ici à 2050, on devrait être sur un rythme de 7 à 8% par an d'urbanisation, enfin de population urbanisée supplémentaire, contre 3,5-4% sur l'Afrique. Donc,
une région sous-urbanisée aujourd'hui, mais qui va rattraper très très vite son retard. En 2050, on estime que ce sera à peu près 40 à 45% de la population de la région qui vivra dans les villes. Donc, il y a un gain énorme. En termes de volume, et ça, c'est particulièrement éclairant, ce sont des chiffres de la Banque mondiale et de UNDP. Donc, en termes de volume, la population urbaine devrait s'accroître entre 2020 et 2050 de 50 millions d'habitants en Tanzanie. Donc, plus 50 millions d'habitants dans les villes. De 51 en Éthiopie, de 30 au Kenya, de 27 en Ouganda, de 25 au Soudan. Donc, le phénomène d'urbanisation va être massif en Afrique de l'Est dans les 20 ou 30 années à venir. Alors, enfin, pour terminer, parce qu'on a bien les valeurs importantes, aujourd'hui, la région compte 17 villes de plus de 500 000 habitants, 4 villes, dont 9 millionnaires, 4 villes excèdent 4 millions d'habitants, ou 4 agglomérations excèdent 4 millions d'habitants, et une seule arrive à 8 millions, c'est Dar es Salaam. En 2030, on devrait avoir 32 villes de plus de 500 000 habitants, dont 15 millionnaires. 4 villes devraient être entre 5 et 10 millions d'habitants, Nairobi, Addis Abeba, Khartoum et Kampala, et une ville devrait dépasser 10 millions d'habitants, Dar es Salaam. Donc, vous voyez, on va avoir en plus, comme en Afrique de l'Ouest, des phénomènes de concentration urbaine ou de mégapoles qui vont apparaître. Alors, deuxième point, et ça me permettra d'en venir ou de laisser la parole à la question peut-être. Quelles sont les caractéristiques de l'urbanisation ou de l'accélération de l'urbanisation qu'on connaît aujourd'hui? Je les caractérisais par 3 termes: très rapide, complètement désordonné et précaire. Donc, urbanisation rapide, je viens de vous donner les chiffres, mais moi qui suis à Nairobi depuis 5 ans, je le vois dans le paysage depuis que je suis là. Des endroits qui n'étaient pas urbanisés le sont désormais. Donc, très très rapide, tout simplement parce que l'urbanisation est alimentée par 2 facteurs. Le dynamisme naturel de la population. Je vous rappelle qu'on a des taux de croissance des populations qui sont toujours très élevés dans la région. Et surtout, l'exode rural, c'est-à-dire que les campagnes, sous notamment le poids ou l'influence de la croissance démographique, se vident de leur population jeune qui se dirige vers les villes. Donc, la caractéristique de cette urbanisation, c'est qu'on a affaire à des populations jeunes, à des populations pauvres, c'est-à-dire n'ayant pas de moyens d'investir, et des populations à faible employabilité, c'est-à-dire sans qualification professionnelle, sur un marché du travail qui est évidemment pas celui du monde rural. Alors, c'est pourquoi, compte tenu de cette caractéristique de rapidité et de précarité, c'est pour ça que les villes concentrent aujourd'hui dans la région, je dirais, tous les facteurs de vulnérabilité. D'abord, l'habitat informel. 40% de la population dans l'agglomération de Nairobi vit dans l'habitat informel. 40%, hein, donc 2 habitants sur 5. Un taux de chômage et d'informalité extrêmement élevé. Le taux de chômage, quand on arrive à le mesurer en Afrique, il est extrêmement fort dans les villes, beaucoup plus fort dans les villes que dans le monde rural. Dans les quartiers informels, on est à 80% de taux de chômage. Très faible accès aux services essentiels. C'est même, je dirais, l'urgence absolue, c'est de fournir à ces populations croissantes l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le traitement des déchets, l'assainissement des eaux, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Cette urbanisation se caractérise aussi par des atteintes massives à l'environnement, puisqu'elle, par construction, il n'y a pas d'infrastructure, et enfin par un étalement urbain, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pilotage. Alors, je vous donne juste un exemple sur l'étalement urbain, parce que c'est quand même très frappant. L'agglomération de Nairobi, au sens administratif, mais au sens de concentration de population urbaine, va aujourd'hui de Thika sur la route du Mont Kenya au nord jusqu'à Athi River au sud, sur la route de Mombasa. Entre les deux, c'est 100 km de zone en voie d'urbanisation rapide. 100 km. Donc, un phénomène massif qui se traduit évidemment par des contraintes de plus en plus fortes, notamment sur les services, sur les réseaux, sur la circulation, sur, je dirais, le bien vivre en ville, en quelque sorte. Avec en plus, et ça c'est une caractéristique aussi croissante des villes de la région,
une ségrégation spatiale et sociale de plus en plus forte entre des centres-villes qui se paupérisent, les centres-villes historiques, ce qu'on appelle les CBD dans la région, les Central Business District, à Nairobi, à Dar es Salaam, à Kampala, sont des zones en voie de paupérisation, tout simplement parce que les classes moyennes émergentes fuient ces centres-villes pour aller s'installer en périphérie, ce qui évidemment génère des conséquences très très fortes en termes de demande de biens, de services, de transport, de circulation, etc. etc. Troisième point, et puis j'en resterai là, le caractère désordonné de cette urbanisation, tout simplement il résulte de la conjonction des facteurs que je viens de citer, très rapidité de l'urbanisation, caractère désordonné tout simplement parce que rien n'était prévu et que la demande, je dirais, d'urbanisation est beaucoup plus forte que l'offre. Alors, ce caractère désordonné se caractérise aujourd'hui de manière très forte par une gouvernance de la ville qui est complètement inadaptée. Alors, on a des territoires administratifs qui ne couvrent pas la réalité de l'urbanisation. Je donne juste un exemple qui est très frappant. L'agglomération de Nairobi, c'est 4 comtés aujourd'hui qui n'ont aucun dispositif d'intercontalité pour organiser ensemble les réseaux, les systèmes de transport, etc. etc. Donc, des limites administratives qui ne correspondent pas à la réalité des villes, des compétences de gestion qui sont disputées entre le niveau municipal et l'État. L'État en Afrique de l'Est cherchant toujours à garder le contrôle parce qu'il y a des enjeux financiers, bien sûr, mais il y a aussi des enjeux politiques. Les municipalités trop fortes sont des rivaux potentiels ou des rivales potentiels pour les pouvoirs publics. Et donc, le cas le plus frappant, c'est à Kampala, la création d'une autorité de l'agglomération de Kampala, soutenue par le pouvoir central et qui fait complètement de l'ombre à la mairie de Kampala, qui n'a aucun pouvoir en réalité. Donc, vous voyez, des enjeux comme ça de querelles de compétences et de conflits de compétences. Et puis enfin, et ça c'est, je dirais, l'aspect peut-être le plus frappant, c'est la très grande faiblesse des moyens dévolus, que ce soit au niveau municipal ou au niveau central, à l'urbanisme, à l'urbanisation. C'est-à-dire que vous avez très peu de moyens financiers d'abord, puisque la ville en tant que telle n'est pas pensée comme un sujet. On pense d'abord et avant tout infrastructure, eau, assainissement, électricité, réseau, etc. etc. On ne pense pas ville. Et ensuite, très grande faiblesse aussi des outils juridiques, pas de droit de l'urbanisme, ou très peu, pas d'agence d'urbanisme, pas de planification de l'urbanisme, et par conséquent, la politique de la ville, si je puis dire, à quelques exceptions près, c'est d'abord une agrégation de priorités sectorielles. Le ministère des Transports gère les transports urbains, le ministère de l'eau gère les réseaux, etc., etc. Mais il n'y a pas, à un moment donné, de synthèse et de vision générale des enjeux. Voilà, j'en reste là. Je donne la parole à la question. Merci beaucoup, Benoît, effectivement, d'avoir posé les bases de ce contexte d'urbanisation actuelle en Afrique de l'Est. Et justement, je vais poser cette deuxième question à Christian. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, Mourad. Alors, du côté de l'AFD, où en est-on sur ce sujet de la ville durable en Afrique de l'Est? Quel constat pouvez-vous faire sur la question de la ville durable en Afrique de l'Est? Alors, Benoît a parfaitement décrit la situation de l'urbanisation en Afrique de l'Est, hein, et il est vrai que même si on a un taux d'urbanisation qui est très faible, la dynamique est extrêmement forte, 4,6% de croissance urbaine, et qui concerne aussi bien les capitales que les villes secondaires. Et pour ce qui nous concerne, gros sujet de préoccupation dès que l'on parle des villes en Afrique de l'Est, c'est qu'elles deviennent en effet le crever des inégalités. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation parce que ces inégalités sont une menace au lien social et doivent être traitées comme telles.
Et à ces enjeux d'inégalité, on peut rajouter les problématiques sanitaires et environnementales liées à cette urbanisation, ainsi que les enjeux liés à la qualité de l'air, de l'eau et à la nécessaire maîtrise des trajectoires d'émissions de CO2. Donc, autant de mots qui font que pour nous, et dans le cadre de notre stratégie régionale à venir, on a placé le traitement de ce sujet au cœur même de notre stratégie. Et ce que je dois dire, c'est que, évidemment, la crise Covid, de ce point de vue-là, n'est pas venue remettre en cause ce constat, mais accélère tout simplement le besoin de traiter les différents sujets. Et je dois dire également que dans le dialogue entre l'AFD et les différentes autorités dans les pays de la région, portait déjà sur ces enjeux de ville durable, avec en particulier quelques sujets de prédilection qui étaient mis en avant dans les différents pays. D'abord, l'enjeu de mobilité, les enjeux de mobilité urbaine. Et ça, à la fois pour des raisons purement économiques. Il faut rappeler quand même que la mobilité, permettre la mobilité, c'est augmenter les opportunités d'accès à l'emploi pour les différents habitants. L'urbanisation active fait qu'il y a un véritable enjeu à massifier les déplacements dans ces différentes villes. Et puis, il y a un enjeu, évidemment, d'émissions de CO2, puisque vous savez que une grande partie du transport est assurée de manière artisanale et avec des parcs de véhicules qui sont assez vétustes et plutôt émissifs. Donc, véritable enjeu, là, en ce qui concerne le sujet de la mobilité urbaine. Deuxième enjeu, et Benoît l'a signalé tout à l'heure, c'est le besoin d'équipements collectifs. Dans ces villes ont besoin, notamment dans les quartiers précaires. Et les deux autres sujets sur lesquels nous sommes particulièrement sollicités concernent à la fois la gestion durable des déchets ou la prise en compte de la dimension numérique dans les différentes solutions pourraient être apportées. Et de ce point de vue, nous avons donc un ensemble de projets en cours dans la région en matière de mobilité, que ce soit en Tanzanie, en Éthiopie, au Kenya ou en Ouganda. Nous discutons et nous souhaitons financer des projets de BRT, ces bus en site propre. Projet particulièrement avancé en Éthiopie, où un appel d'offres est en cours pour ce sujet-là. Et à Dar es Salaam, on instruit un projet qui devrait être approuvé dès cette année pour l'extension d'une ligne de BRT déjà existante. Au Kenya également et en Ouganda, je vous disais, donc nous travaillons également sur ce sujet-là. En ce qui concerne les équipements collectifs, nous sommes très impliqués à Kampala sur les sujets d'éclairage public. Et ça rejoint ce que Benoît disait sur le besoin d'apporter aussi de la sécurité dans ces villes et dans certains quartiers. Au Kenya, nous travaillons sur des projets d'amélioration des quartiers précaires ou de réhabilitation de marchés. Et enfin, sur la partie qui concerne la gestion des déchets solides, nous avons déjà une première expérience en Éthiopie à Djibouti, et aujourd'hui nous sommes sollicités sur l'Ouganda. Donc ça, en termes de projets déjà dans le pipe, on est très positionné sur ces questions-là. Et l'autre pendant que nous avons retenu pour accompagner les villes, c'est de traiter deux sujets. Là également, Benoît y a fait référence, c'est renforcer toutes ces villes dans leur capacité de planification. On se rend compte que ces outils-là
manquent. Et donc, nous mettons en place des fonds pour les accompagner dans ce travail de planification, avec le souci d'intégrer tous les enjeux environnementaux notamment, pour que ces villes intègrent tout de suite des trajectoires bas carbone dans les différents choix qui pourront être faits. Il y a aussi un phase-up à Nairobi pour travailler sur le sujet de la réhabilitation des berges, la réduction de risques d'inondation fluviale. Mais par ailleurs, nous avons une facilité que nous avons mise en place sous maîtrise d'ouvrage direct de l'AFD pour financer la préparation de projets urbains à co-bénéfice climat. Donc, l'orientation est très forte. C'est une facilité qui s'appelle CICLIA pour je vais vous donner la signification de l'acronyme si je le retrouve. Et cette facilité a pour vocation comme je le disais, d'accompagner la préparation des projets urbains. Elle est dotée d'un montant de 12 millions d'euros sur 4 ans. Et l'idée, c'est de permettre le financement de plans climat locaux, de schémas directeurs associés ou le financement d'études de faisabilité. Et l'acronyme, c'est Cities and Climate in Sub-Saharan Africa, que j'ai retrouvé. Et avec ce type d'outils, nous sommes certains d'être bien positionnés pour pouvoir, et ce sont des outils en subvention, bien évidemment, et qui intéressent grandement les différentes capitales de la région et qui nous permettent de prendre à bras le corps ce projet de ville durable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Christian. Alors oui, par rapport à ce qui a été dit précédemment par Benoît, qui a pu dresser un constat, un état des lieux, effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal de projets en cours pour répondre à toutes ces problématiques, notamment sur la mobilité, sur la sécurité et sur la planification. Et donc, Benoît, pouvez-vous nous dire quelle serait la place pour la ville durable, rapidement en 5 minutes, parce qu'on les temps filent. Quelle est la place pour la ville, quelle sera la place pour la ville durable dans la politique de relance économique en Afrique de l'Est? Rapidement alors. Bon, déjà, on ne part pas de rien, puisque comme le disait Christian, la France, c'est-à-dire essentiellement le Trésor et l'AFD, ont lancé depuis 2018 une initiative pour la ville durable en Afrique de l'Est, qui a été portée au plus haut, puisque la visite du président Macron au Kenya, en Éthiopie et au Kenya, avec comme thématique, je dirais, sectorielle, si je puis dire, la ville durable. Donc, il y a effectivement un positionnement fort de la France sur le sujet dans la région, positionnement qui a été repris d'ailleurs pour le sommet Afrique-France qui devait avoir lieu le 4 juin, puisque le sommet était consacré à la ville durable. Et donc, on peut penser que s'agissant d'utiliser ce levier pour accompagner la reprise ou la relance des économies est-africaines, la France sera plutôt légitime à porter je dirais, cette ambition dans la région. Après, la question, c'est, outre évidemment les dispositifs mis en place, les financements, la question, c'est, on parle d'investissement massif, parce que, comme je le disais, l'urbanisation va en quelque sorte plus vite que la réponse des gouvernants aux problèmes posés par l'urbanisation, et par conséquent, on est lancé dans une course-poursuite où, je dirais, les investissements et les infrastructures sont dépassés, à peine inaugurés, tout simplement parce que les flux sont supérieurs. Alors, il y a également une contrainte, puisqu'on parle de relance de l'économie ou de soutien à la reprise de l'économie, c'est qu'aujourd'hui, toutes les économies de la région, tous les États sont confrontés à une contrainte extrêmement forte qui est celle de leur endettement public et donc de leur capacité
à lever de la dette pour financer ces investissements dans les infrastructures. Alors, bien évidemment, l'AFD, enfin la France en général, le AFD et le Trésor continueront à financer des projets, bien évidemment, notamment parce qu'on est capable de mobiliser de la ressource très concessionnelle, de la ressource concessionnelle en tous les cas, ce qui est aujourd'hui nécessaire pour accompagner la reprise, mais on est quand même très sérieusement confronté à cette contrainte de l'endettement qui, pour certains pays, devient réellement difficile pour nous. Alors, que faut-il faire pour autant? Il ne faut certainement pas baisser les bras. Il y a un enjeu, comme le disait Christian, il y a un enjeu climat, il y a un enjeu de bien vivre ensemble, de sécurité, il y a un enjeu d'emploi massif, et un enjeu de stabilité géopolitico-sociale, si je puis dire, de ces pays. Certains pays ont d'ailleurs bien compris que le défi était très très grand et qu'il fallait pour ça être un peu imaginatif. Je pense notamment au Kenya, qui lance des programmes de réhabilitation urbaine en PPP, c'est-à-dire en faisant appel à l'investissement privé. Je signale aux auditeurs qu'il y en a deux grands programmes ont été lancés juste avant la crise. L'un portant sur la réhabilitation du quartier de la Gare, 300 hectares d'emprise ferroviaire destinés à la construction de logements, d'espaces tertiaires, d'activités récréatives, etc., et faisant appel à 100% à l'investissement privé. Idem dans l'est de Nairobi, la réhabilitation d'un quartier résidentiel complet. Donc, il est certain que les pays confrontés à cette contrainte d'endettement devront forcément explorer des solutions d'association avec le secteur privé, mais que s'agissant des infrastructures et des services essentiels, l'appui des bailleurs de fonds et de la communauté nationale sera indispensable. Alors, pour terminer, juste un dernier point. Avec l'AFD, on a beaucoup travaillé effectivement sur le renforcement des capacités techniques disons des maîtrises d'ouvrage ou des décideurs publics qui pensent la ville. On a organisé en novembre dernier un atelier de maîtrise d'œuvre urbaine sur le modèle dit de Cergy à Kampala, qui était extrêmement intéressant. Je pense qu'il faudra également qu'on renforce je dirais, notre appui en expertise technique sur ces sujets qui sont des sujets complexes, qui touchent à la fois à la propriété du sol, à la planification, au droit de l'expropriation, etc., etc. Donc, tous sujets extrêmement compliqués sur lesquels il y a réellement un besoin d'appui technique de notre part. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on retiendra que effectivement la ville durable restera au cœur du plan de relance économique en Afrique de l'Est. Mais il y aura un vrai besoin de soutien financier et un soutien technique pour permettre justement à cette zone de pouvoir mettre en place tous ces projets. Alors, très, très rapidement, on va s'arrêter pour éventuellement répondre à une question très rapidement. La première d'Aïcha Mbo. Alors, comment expliquer cette sous-urbanisation par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne et quel sera le moteur de cette urbanisation massive? Bon, vous y avez répondu en partie. Moi, j'ai pas entendu la question. Ah. Ouais, il y a des problèmes de connexion apparemment. Benoît, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Super. Alors, comment expliquer cette sous-urbanisation par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne et quel sera le moteur de cette urbanisation massive? Alors, comment expliquer l'histoire? J'ai un héritage, je pense, de l'histoire. L'urbanisation est venue avec la colonisation. Nairobi, vous le savez peut-être, s'est créé autour du nœud ferroviaire de la voie Mombasa-Ouganda. Et Nairobi, c'est l'arrivée de la voie ferrée sur les hauts plateaux après avoir grimpé pendant quelques centaines de kilomètres de 0 à 2000 mètres d'altitude. Donc, il fallait s'arrêter là pour faire du bois pour les chaudières à vapeur, etc., etc. Donc, la ville est née comme ça.
Donc la ville est un phénomène récent dans la région, hormis les comptoirs historiques. Ah. Attendez, est-ce que vous m'entendez? Je n'entends plus rien. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Pardon. Oui, donc la ville, le phénomène urbain est né de la colonisation, hormis les comptoirs comme Mombasa ou Dar es Salaam qui, je dirais, sont beaucoup plus anciens. Après, qu'est-ce qui explique cette urbanisation? C'est tout simplement le dynamisme démographique, l'agriculture qui est en partie seulement modernisée ou moderne dans nos pays, enfin les pays de la région, ne nourrit plus tout simplement cet excédent démographique, et cet excédent est libéré et se dirige naturellement par les villes parce que, comme le disait Christian, même si les indicateurs de développement urbain ne sont pas très bons en ville, on survit mieux en ville, malgré tout. Petit boulot, vente à la sauvette, etc. Alors que dans les campagnes, vous n'avez pas ces possibilités. Donc c'est un phénomène de rattrapage, mais qui est lié tout simplement au dynamisme démographique que connaissent tous les pays aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Benoît. J'espère qu'on a bien répondu à la question d'Aïcha Embo. Alors, une deuxième question, peut-être cette fois-ci pour Christian. Christian, vous nous entendez? Oui, sans problème. Alors, une question de Jamila. Quels sont les pays qui font l'objet d'appui et de renforcement de capacité pour la planification durable? Quels pays développent des plans climat? D'accord. Alors, pardon, je me suis permis de répondre déjà dans le fil de questions. Pour ce qui concerne donc les villes qui développent déjà des plans climat, donc on a Kampala dans la zone, et puis au titre de l'initiative, pour le moment, on a Cape Town et d'autres villes du côté de Madagascar. Pour ce qui concerne la planification urbaine, nous travaillons avec la ville de Nairobi. Nous accompagnons depuis quelques années déjà la ville d'Addis Abeba en lien avec le Grand Lyon, et nous avons entamé des discussions avec la ville de Kigali également, de ce point de vue-là, au niveau de la sous-région. Et en effet, juste un mot pour compléter ce que disait Benoît tout à l'heure sur la faible urbanisation, c'est qu'en effet, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans des pays qui étaient essentiellement ruraux, qui le restent encore dans une certaine mesure, mais la ville paraît attractive, elle paraît offrir plus d'opportunités, notamment pour les jeunes qui s'intéressent de moins en moins au secteur agricole. Et le véritable enjeu que l'on a justement, c'est de voir ces espoirs, ces jeunes qui se déplacent en ville, voir leurs attentes déçues. Et ensuite, on a des villes qui deviennent plus inégalitaires, plus dangereuses. Et l'exemple type de ce point de vue-là, c'est l'Éthiopie qui a fait le pari de construire, vous savez, un ensemble de parcs industriels à proximité des grandes villes, générant ainsi un exode massif, notamment de jeunes, mais simplement les conditions de rémunération ou les conditions d'accueil de ces villes qui sont sous-équipées, qui n'offrent pas de moyens de mobilité, etc., rendent les conditions de vie extrêmement précaires. Et d'ailleurs, il y a un turnover incroyable dans ces parcs industriels avec ces jeunes qui finissent par démissionner. Mais quand ils démissionnent aussi, ils ne repartent pas en milieu rural, ils restent dans les villes et viennent aussi grossir le nombre de chômeurs avec tout ce que l'on peut anticiper comme problème lié à cette époque. Merci Christian pour cette réponse. Effectivement, le sujet est extrêmement intéressant et mériterait plusieurs webinaires. Malheureusement, nous devons avancer. Nous répondrons à vos questions par mail. Vous pourrez nous les communiquer et nous y répondrons par mail. Je les transférerai aux différents intervenants. Alors, nous allons passer à la troisième et dernière partie de ce webinaire. Avec deux entreprises françaises dont on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Grégoire Bourg, directeur export chez Nasqueo Environnement, et Yacine Keroumi, directeur export chez Fonroche Lighting. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors,
tout d'abord, pouvez-vous nous présenter vos activités respectives en commençant par Grégoire? Oui, tout à fait. Bonjour donc à tous les auditeurs. Vous m'entendez bien? Oui, on très bien. Ouais. Très bien. D'accord. Alors, je vais vous présenter Nasco Environnement. Nasco Environnement, c'est une société française qui est fondée en 2005 et leader dans le traitement et la valorisation des déchets organiques par procédé de méthanisation. Alors, la méthanisation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, pour faire simple, la transformation, la dégradation anaérobie de matière organique, donc sans oxygène, en biogaz. Un processus de méthanisation, ça revient à incorporer des déchets organiques dans des grandes cuves dans lesquelles il y a des bactéries qui dégradent la matière et cette dégradation libère du biogaz qui est ensuite valorisé en électricité ou en biométhane comme gaz de vie. Voilà pour notre activité. Naskeo appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Keon, qui ressemble à deux autres sociétés dans le métier de la méthanisation. La société Sycomore, qui est fournisseur de services d'opération et maintenance, et la société Tergreen, qui est un véhicule d'investissement dans les centrales biogaz. Naskeo compte 40 employés, une quarantaine d'employés, possède une filiale au Japon, créée en 2019, et on réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2019. Voilà, et on est une société, donc on possède un bureau d'études, un laboratoire d'analyse et des ressources de construction et de gestion de projets clés en main. Et voilà, et Naskeo, notre entreprise donc, qui est présente à l'international, se développe depuis 4 ans à l'international, avec comme marché cible donc le Japon, l'Afrique de l'Est et la zone Amérique du Nord. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup Grégoire pour cette présentation. Alors Yacine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Oui, vous m'entendez super. aussi? Malheureusement, la caméra ne fonctionne toujours pas. Oui, On peut le voir. toujours pas? Bon, bah, on va faire avec. Voilà. Bonjour à tous. Donc, en effet, je m'occupe du développement international au sein de Fonds Roche Lighting. Donc, Fonds Roche Lighting, c'est une entreprise basée dans le sud-ouest et spécialisée dans la fabrication de lampadaires d'éclairage public solaire. Donc, concrètement, on fabrique des dispositifs qui permettent d'éclairer à la même puissance que des lampadaires conventionnels, mais sans avoir besoin de se connecter au réseau électrique et donc sans aucune consommation d'énergie. Alors, on a démarré il y a 10 ans, d'abord dans le sud de la France, puis on a petit à petit étendu notre présence sur tout le pays. On réalise aujourd'hui en France environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour l'international, donc on était primo-exportateur il y a 6 ans. Donc en 2014, on réalisait un chiffre d'affaires interne export de 80 000 euros. Et en 2019, notre carnet de commandes a dépassé les 130 millions d'euros, avec notamment quelques projets emblématiques en Afrique. Le Sénégal, par exemple, où on éclaire aujourd'hui 30% du pays, et le Bénin, où on a remporté l'éclairage public d'une dizaine de villes. J'en profite d'ailleurs pour remercier la BPI et la DGT qui nous ont énormément aidés et qui ont beaucoup contribué à ces succès. Donc, je termine sur notre présence. Donc, Fonds Roche Lighting, c'est aujourd'hui 5 filiales dans le monde, 3 en Afrique, Dakar, Nairobi et Cape Town, une en Amérique latine, donc à Santiago, et une forte présence aux États-Unis, où on a racheté le numéro 1 américain de l'éclairage public solaire, et donc on opère aujourd'hui depuis Boston pour le marché nord-américain. Donc voilà pour l'intro. Merci beaucoup Yacine. Effectivement, deux belles entreprises françaises vraiment engagées à l'international. Alors, du coup, pourquoi l'Afrique de l'Est et pouvez-vous nous raconter vos débuts sur ce marché? Quelles ont été les difficultés et les réussites que vous avez pu rencontrer sur ce marché? Donc, je vais prendre la parole. Donc, j'y vais ou j'y vais comme tu veux, mais bon, je prends la parole. Allez-y. Alors, nous, en fait, on reçoit beaucoup de sollicitations du continent africain sur l'accompagnement de projets de méthanisation. Il faut savoir que la méthanisation, c'est une technologie assez robuste
assez simple à exploiter et qui requiert quand même des niveaux d'investissement relativement élevés à titre privé. Mais voilà, c'est une technologie assez abordable. Pour nous, la méthanisation et le traitement des déchets, ce sont des activités des marchés de territoire. Donc, il a fallu en fait qu'on arrive à cibler, à se concentrer sur une zone de prospection. On ne pouvait pas se permettre à l'échelle de notre entreprise d'adresser l'ensemble des pays africains. Et donc, en fait, l'Afrique de l'Est, ça a été une opportunité qui nous est arrivée. On a reçu en janvier 2018 de la part du gouvernement français un financement Green FASEP pour le développement de la filière biogaz au Kenya. Cette étude nous a donné, nous, les moyens de prospecter pendant deux longues années sur cette région et d'entreprendre les actions clés pour développer notre activité. Donc, ça a été, je dirais, le premier moteur qui a guidé le ciblage de l'Afrique de l'Est. Ensuite, on a aussi rencontré un vrai, je dirais, un vrai intérêt sur la thématique du traitement des déchets et de la valorisation des déchets de la part de nos interlocuteurs, que ce soit aussi bien des interlocuteurs privés, agro-industriels que des villes également. Ce qui a contribué également, c'est une connaissance aussi du territoire. Pour ma part, j'y ai travaillé 3 ans. C'est pas anodin, ça permet d'apprendre plus rapidement et de réduire, on va dire, la courbe d'apprentissage. Et puis, je dirais également essentiel, ce qui est essentiel, c'est la stabilité de ces pays. On parle du Kenya, on parle de l'Éthiopie, on parle du Rwanda. Voilà, c'est, je dirais, les principaux vecteurs qui ont motivé notre présence en Afrique de l'Est. Très bien, merci beaucoup Grégoire. Yacine, que pouvez-vous nous dire pourquoi l'Afrique de l'Est, alors que en Afrique de l'Ouest tout se passe bien, apparemment vous avez remporté des marchés au Sénégal, au Bénin, et pourquoi l'Afrique de l'Est? Alors, d'abord dans une logique, vous m'entendez, oui? Parfait. Alors d'abord, dans une logique de croissance sur des zones à très fort potentiel, mais aussi par rapport à la grande appétence de l'Afrique de l'Est pour la disruption et l'innovation. On est sur une technologie nouvelle, disruptive par rapport à ce qui existe, et quand on voit ce qui se passe au Kenya, par exemple, dans le domaine de la FinTech ou de la décentralisation de la production d'énergie, on constate quand même une rapide diffusion de l'innovation à partir du moment où elle permet de faire mieux, moins cher ou plus vite. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que nos produits permettent de faire. Donc, on est parti de ce constat. On a effectué une mission économique Business France qui nous a permis de valider certains fondamentaux et même de rencontrer nos premiers partenaires potentiels. On a ensuite monté une filiale locale avec d'abord 2 salariés. Ensuite, on est passé à 4, exclusivement des Kenyans. Il faut noter d'ailleurs que les niveaux de salaire pour des cadres commerciaux ou des cadres techniques au Kenya, on était assez surpris. C'est très comparable au niveau de salaire qu'on constate en province en France. Donc, c'est des investissements assez significatifs quand on démarre, surtout pour une PME, mais le jeu en vaut la chandelle. Je vous en parlerai après. Alors, on est arrivé au Kenya en Greenfield, avec une organisation influencée par le contexte ouest-africain, comme tu le disais tout à l'heure, Mourad, c'est-à-dire une action commerciale qui a lieu surtout dans les capitales et adaptée à une administration très centralisée. Alors, on a commencé à prospecter en Afrique de l'Est et on a compris au bout de 12 mois que les décisions y étaient beaucoup plus décentralisées, les régions beaucoup plus autonomes, y compris au niveau budgétaire. Et donc, on a réajusté notre organisation pour adresser le marché d'une façon plus diffuse. C'est là qu'on est passé de 2 à 4 salariés, qu'on a revu notre segmentation,
on a revu notre offre produit pour l'adapter au contexte extrêmement concurrentiel, surtout asiatique d'ailleurs. Au Kenya, l'Inde joue quasiment à domicile. Et avec tout ça, au bout de 18 mois de travail, on est enfin sorti de notre traversée du désert. En pleine crise Covid, on a enregistré nos 2 premières commandes et 3 projets de plus en cours de signature qu'on va annoncer dans les semaines à venir. Ça, c'est un peu pour vous raconter notre histoire, hein, notre démarrage en Afrique de l'Est. Pour faire le lien avec la ville durable, donc qui est le thème de ce webinaire, je dirais qu'il y a 2 façons de se créer des opportunités de marché en Afrique de l'Est. Alors, soit on s'inscrit dans une dynamique macro déjà lancée. Donc, on essaye de repérer des initiatives comme Konza Technopolis, par exemple, en banlieue de Nairobi, et on essaye de prendre notre part du gâteau. C'est ce qu'on a essayé de faire au début. L'avantage est que la dynamique existe. L'inconvénient est qu'on se retrouve à 30 ou 40 concurrents autour de ces projets, souvent très médiatisés, et du coup qui attirent beaucoup de monde. Soit on considère que la ville durable n'est pas une orientation macro, mais plutôt un ensemble d'expertises qui permettent chacune à son niveau à une ville de fonctionner de façon plus économique et plus écologique. Et à partir de là, le marché est partout. On n'a plus besoin d'attendre qu'il y ait une orientation nationale ville durable. Installer 5 lampadaires solaires sur un parking, c'est un bout de la ville durable. Et si on fait ça tous les jours, sur des dizaines de parkings dans 20 villes différentes, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Éthiopie, on aura contribué à la ville durable et surtout, on aura construit une présence économique durable. Donc voilà un peu, je dirais, les grandes lignes des 18 derniers mois de présence pour nous en Afrique de l'Est. Merci beaucoup Yacine. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que vous avez fait preuve de résilience. Effectivement, les premiers marchés, vous ne les avez pas décrochés très rapidement, mais vous avez quand même bénéficié d'un accompagnement de la Maison France, comme je l'ai évoqué en introduction, que ce soit la Team France Export, la Direction Générale du Trésor ou l'AFD. Et donc, du côté de Natkeo Environnement, est-ce que vous avez rencontré ces mêmes problématiques évoquées par Yacine? Écoutez, nous, on n'est pas vraiment sur le même business quand même. On est sur du marché privé essentiellement. Et on est sur du développement de projets. Hein. Donc, je dirais, nous notre prospection, elle se fait déjà par l'identification de gisements, de déchets. Donc, que ça soit, c'est vrai, auprès des villes, auprès d'entreprises agro-industrielles. Après, on rentre dans un cycle, si vous voulez, de développement de projet qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, dans lequel les opportunités de financement sont importantes. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que je vais réinsister là-dessus, mais c'est vrai que le soutien qu'on a reçu, nous, à travers le FASEP, a été vraiment essentiel parce que, comme l'a dit Yacine, on est quand même sur des temps très longs. Et des investissements donc importants pour développer ces projets-là. Et c'est vrai que pour des structures comme les nôtres, qui sont des PME, c'est des soutiens essentiels. Nous, on n'a pas de personnel sur place. On travaille avec des partenaires locaux. Ça a été assez aussi long et compliqué de trouver des partenaires fiables et qui, je dirais, partager les mêmes motivations que les nôtres, qui ne sont pas que des motivations, je dirais, financières, mais voilà, il y a des vraies motivations sur des valeurs environnementales que soutient notre société.
Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, aujourd'hui, nous, on a deux projets qui sont actifs, qui vont entrer en phase de développement, justement. Donc, pour nous, c'est une vraie satisfaction. Sur 4 projets, je dirais, étudiés au cours d'études de faisabilité, 2, on espère que 2 pourront avoir un avenir et se construire. Très bien, merci. On vous le souhaite en tout cas. Yacine, Grégoire mentionnait la question de financement du FASEB. Est-ce que de votre côté aussi, vous avez pu bénéficier de soutien financier pour vous permettre de vous déployer ou de gagner des marchés sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est? Alors, Afrique de l'Ouest, oui, complètement. Comme je disais tout à l'heure, on a bénéficié de financements DGT et BPI qui nous ont permis de réaliser nos 2 gros projets, d'ailleurs, qui sont les 2 plus gros projets au monde dans le domaine de l'éclairage public solaire. Outre ça, on n'a pas sollicité de FASEP en Afrique de l'Est ni en Afrique de l'Ouest. On est plutôt parti sur des demandes d'assurance prospection export, donc ils nous ont permis de financer une partie de nos frais de développement. Et on s'est dit qu'on allait plutôt regarder des dispositifs type FASEP une fois qu'on a bien identifié les applications qui nous permettront de répliquer la chose. Donc faire un démonstrateur pour faire un démonstrateur, on s'est dit que ça allait juste être une perte de temps et d'argent. Et je dirais, les 18 premiers mois, c'était réaliser des premières petites références et surtout comprendre comment fonctionnent les marchés. Et si jamais on fait un FASEP, où est-ce qu'on peut le faire pour qu'il puisse être dupliqué? Et donc, vu que ces conditions n'étaient pas réunies, on n'a pas sollicité de FASEP spécifiquement. Mais pour le reste, on a bénéficié quand même de conseils. On a visité donc Benoît Goutier, au service économique de l'ambassade de France, pendant la mission de prospection. Ensuite, on est revenu avec nos partenaires pour présenter les partenaires. Quand on a besoin d'infos ou autres, ils sont là pour nous. Donc, on se sent quand même soutenu. On se sent soutenu et on sait que s'il y a un besoin, ils seront au rendez-vous. Côté BPI, on est aussi en discussion avec les services BPI pour mettre en place des nouvelles formules de financement qu'on n'avait jamais utilisées auparavant, qui existent dans l'arsenal BPI, mais qui ne nous paraissaient pas adaptées. Et dès qu'on a identifié un besoin, pareil, BPI était au rendez-vous et on est en train de travailler là-dessus aujourd'hui avec vos équipes. Donc, mais c'est un point important, par contre, moi, en Afrique de l'Est, il y a une grande appétence pour des formules de financement. On nous le demande beaucoup, et pas que sur des gros projets. Ça peut même être sur des projets de taille intermédiaire ou même de petite taille. Alors, par petite, je vais dire autour de 500 000 à 800 000 euros. Et cette taille de projet, c'est souvent le parent pauvre des financements. C'est là où on n'arrive pas trop à percer. C'est là où on n'arrive pas trop à mobiliser des financements. Mais ça commence, pour une PME, ça commence souvent autour de ces tailles de projet. Donc, on est en train de travailler avec Et vous pensez à quelle solution de financement exactement? Pas mal autour du rachat de crédit fournisseur. Donc, rachat de crédit fournisseur, c'est quand même un bel outil que je trouve qui n'est pas assez utilisé et qu'on méconnaît, qui permet de faire des choses qui sont pas mal, qui permet d'aider la trésorerie de nos partenaires, qui permet d'accélérer des projets. Et aujourd'hui, dans les semaines à venir, les projets qu'on va annoncer et qui sont d'une bonne taille, des projets d'une taille intermédiaire, c'est-à-dire de l'ordre du million d'euros, ça va être partiellement grâce au rachat de crédit fournisseur, avec une forte adaptabilité de la part de BPI qui a un petit peu adapté son offre et qui nous a répondu en 15 jours en plein contexte Covid. Donc, je dirais les outils financiers mis à disposition sont indispensables pour nous.
Très bien. Merci beaucoup, Yacine. Et on retiendra qu'il y a effectivement un accompagnement important de la maison en France, que ce soit BPI France, la Team France Export, la Direction Générale du Trésor, l'AFD. Et on va arriver bientôt au terme de ce webinaire. Et j'aimerais vous poser une question à tous les speakers, à commencer par vous, Yacine. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise française qui s'intéresse à l'Afrique de l'Est? Alors, je dirais, on a un recul de 24 mots au global sur l'Afrique de l'Est. Donc, je vais vous dire un peu, vu de ma fenêtre. Vu la relation historique et la facilité linguistique, les PME françaises, dont on fait partie d'ailleurs, arrivent souvent en Afrique par l'Ouest. Et très souvent dans le cadre d'une opportunité de marché. Donc, on rencontre quelqu'un sur un salon ou via une connaissance, ou alors en tant que sous-traitant ou fournisseur d'une multinationale française déjà présente sur le marché ouest africain. Et à partir de là, on fait un premier projet, on capitalise et on se développe. En Afrique de l'Est, c'est différent. On n'a pas les mêmes liens historiques, on ne parle pas la même langue. Et donc, pour réussir, il faut créer d'autres facteurs clés de succès. Ce qui a bien marché pour nous, c'est vraiment l'identification des applications sur lesquelles notre offre française allait apporter une valeur ajoutée indéniable. On a mis une croix sur tous les autres segments et on a doublé les investissements humains sur les quelques segments où on pouvait sortir notre épingle du jeu. Donc, je dirais, s'il y a un conseil, ce serait focus et remise en question. C'est une mentalité très anglo-saxonne en Afrique de l'Est, c'est ultra concurrentiel, c'est des zones dynamiques donc, qui drainent beaucoup d'entreprises qui veulent faire forcément qui veulent faire du business. Et à partir de là, il faut vraiment travailler sa proposition de valeur et une fois qu'on l'a trouvée, accélérer avec un gros focus et beaucoup de remise en question. Voilà. Très bien, merci Yacine. Grégoire, quel conseil pourriez-vous donner à une entreprise française? Alors, moi, j'ai pas autant de recul et je dirais on n'a pas une activité, je pense, aussi dynamique que Yacine en Afrique de l'Est. Moi, c'est un conseil général, enfin assez global, qui est je dirais, d'être prêt à investir quand même sur la durée. Après, l'expérience qu'on a eue, c'est que quand on réalise, et ça je dirais, je vais vous parler, c'est une expérience que j'ai pas forcément eue chez Naskeo, mais dans une précédente expérience société, c'est je dirais, au Kenya, en fait c'est des projets qui valent la peine d'être réalisés et généralement, moi, les deux projets sur lesquels j'ai pu réaliser après coup, c'est des projets qui ont été bénéficiaires, qui ont apporté une vraie plus-value aux personnes, aux utilisateurs. Donc voilà ce que je qualifierais de beaux projets, de bons projets. Voilà. Après, il faut savoir, durer. C'est pour ça que nous, chez Naskeo, et moi dans ma stratégie, si vous voulez, j'ai pas une stratégie commerciale, on va dire exclusive sur l'Afrique de l'Est. Pour moi, l'Afrique de l'Est représente plus une stratégie d'opportunité de développement. C'est cibler au mieux identifier au mieux les projets et quand on fait le bon projet, mettre les moyens adéquats parce qu'on sait qu'à terme, on aura une bonne surprise et on sera content d'être allé sur ces projets. Très bien. Merci Grégoire. Effectivement, être patient, c'est ça, ce qu'on doit retenir. Benoît, vous qui avez vu, on a perdu Benoît, je vais poser la question à Christian. Quel conseil vous pourriez donner à une entreprise française qui s'intéresse à l'Afrique de l'Est? Bon, je dirais quelques mots pour l'Afrique de l'Est est une région qui présente de réels atouts. On a parlé de son dynamisme économique, de sa résilience, de son intégration également. Même si ces dernières années, ce sujet de l'intégration on a pu
constaté quelques difficultés. Il n'empêche que ça reste quand même la région la plus intégrée d'Afrique, donc avec un marché potentiellement important. Cela dit, comme ailleurs en Afrique, la zone n'est pas homogène. Déjà, il faut prendre en compte la facilité qu'il y a dans les différents pays à s'installer, à opérer. De ce point de vue-là, Rwanda, Kenya et Ouganda sont évidemment très différents de pays comme l'Éthiopie et la Tanzanie. Et je ne mentionne pas les autres pays de la zone comme la Somalie, l'Érythrée ou les deux Soudans. De la même manière, je pense qu'il faut bien regarder dans la stratégie de financement de son investissement. Préférable sans doute d'investir en fonds propres dans des pays comme l'Éthiopie plutôt que de compter sur la dette avec toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées en matière d'accès en devises par la suite. Et puis, le choix de secteur, évidemment, est essentiel sur un secteur comme le secteur financier. Il est sans doute plus profond dans un pays comme le Kenya. Sur l'agriculture, on regardera peut-être plus des pays comme la Tanzanie que le Kenya. Mais enfin, ça, les entreprises savent elles-mêmes évaluer le marché. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Et vous, Benoît, qui, après 5 ans passés à Nairobi, vous en avez vu passer des entreprises, quels conseils pourriez-vous leur donner? Alors, 2 conseils. Premier conseil, passez voir le service économique régional à Nairobi. Sur le marché. Deuxième conseil, une bonne assurance crédit. Parce que vous n'avez pas trop bien entendu. Je recommence, je dirais donc. Mon micro est-il ouvert? Oui. Donc, je disais donc, premier conseil, passez voir le service économique régional. Et deuxième conseil, prendre une bonne assurance crédit, parce qu'on voit encore trop d'entreprises françaises, on l'a évoqué avec Mourad, trop d'entreprises françaises qui viennent s'installer, qui signent des contrats et qui n'ont aucune protection vis-à-vis de leur investissement. Et ça, dans des pays qui, malgré tout, comme le disait Yacine, sont très compétitifs, très concurrentiels, mais aussi très compliqués, c'est une faute de ne pas se prémunir. Après, je rejoins Christian, cette économie régionale, puisqu'on peut parler d'une économie régionale, même s'il y a quand même quelques dissensions, devrait rester après la crise extrêmement dynamique. D'ailleurs, je signale, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est la région africaine qui a eu la plus forte croissance pendant les 15 dernières années, très loin devant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Donc, c'est une région qui devrait rester extrêmement dynamique, où le potentiel du marché est là, est bien là, mais où, effectivement, la compétition est relativement dure et où les entreprises françaises, contrairement peut-être à une idée préconçue sur l'Afrique de l'Ouest, ne sont pas nécessairement, je dirais pas les bienvenues, mais privilégiées par rapport aux autres. C'est-à-dire que, pour le coup, là, on a affaire à un marché très, très ouvert. Voilà mes conseils. Ok, très bien. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on va prendre quelques questions. Je vois que vous avez pris le soin de répondre à un maximum d'entre elles. Alors, il y en a une qui était posée par Tadao. Est-ce que la concurrence est plus forte côté ouest ou côté est? Je vais peut-être demander à une entreprise à Font-Roche, peut-être à Yacine qui pourrait répondre à cette question, vous qui avez une visibilité sur ces deux marchés. Oui, alors je dirais en Afrique de l'Ouest, on voit énormément de concurrence sur les gros projets. Si je prends le cas du Sénégal, c'était un marché 86 millions d'euros, on était 37 soumissionnaires, ce qui est absolument énorme. Par contre, sur des plus petits projets,
c'est une intensité concurrentielle assez normale. En Afrique de l'Est, par contre, je dirais on voit beaucoup de concurrence, quelle que soit la taille du projet. Que ce soit un petit projet, un gros projet, un moyen projet, il y a toujours énormément de concurrents. Mais 90% ou 95% sont, je dirais, c'est les mêmes. Hein. C'est beaucoup d'entreprises asiatiques avec une offre très similaire. Et je dirais, c'est la même chose avec un label différent ou une marque différente. Donc, au final, en Afrique de l'Est, on se bat contre une seule offre, mais qui est déclinée en 20 marques différentes. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, on va se battre contre l'offre allemande, l'offre anglaise, l'offre italienne, l'offre espagnole, toutes les offres européennes, plus les offres asiatiques, plus les offres américaines. Si je veux résumer, je dirais, allez, c'est peut-être plus facile de se battre en Afrique de l'Est, parce qu'on a un concurrent qui a 1000 visages, alors qu'en Afrique de l'Ouest, on a 1000 concurrents. D'accord, très bien. Donc, mettez bien l'Afrique de l'Est dans votre business plan pour faire concurrence à Fonroche. Donc, merci beaucoup Yacine. Merci à tous les speakers. Je vois que Benoît, vous devez y aller. Alors, ce webinaire touche à sa fin. On retient que toute la Maison France est mobilisée pour vous aider à porter vos projets à l'export. Donc, voilà, osons l'international, osons l'Afrique. Et je vous remercie, à vous tous, d'avoir assisté à ce webinaire. Merci aux speakers. C'était extrêmement enrichissant. Merci également aux équipes parisiennes. Je pense notamment à Andrea Lecuir qui travaillera avec moi à Nairobi, Mamasila, Anne Robert. Et merci aux équipes techniques, Clémence Leménian, qui nous a aidé également à organiser ce webinaire. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures africaines. Et merci encore. Merci Mourad. Merci bientôt.